C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Ce soir, cette question, policiers agressés, la France en panne d'autorité. Ça s'est passé ce week-end. 7 policiers hors service lynchés par tout un groupe à Reims. L'enquête mène à penser que les agresseurs savaient que leurs victimes étaient des policiers. Alors policiers agressés, mais aussi régulièrement, et vous le savez dans l'actualité, des gendarmes, des pompiers, des élus et même des médecins pris pour cible. Les atteintes à l'autorité frappant ceux qui l'incarnent se multiplient. Allons ce soir au-delà des mots. Les faits, les chiffres devant cet écran. L'analyse, les solutions aussi. Les solutions surtout même avec nos invités sur ce plateau. Une violence hors norme, gratuite, lynchage, ultra-violence, phénomène inquiétant et ça se reproduit. Écoutez l'alerte, les mots forts du procureur de Reims aujourd'hui. Une violence complètement hors norme et surtout totalement gratuite. C'était un véritable lynchage en règle de tout un groupe d'une ultra-violence. Tous les deux sont très très connus des services de police. Ils étaient informés de la qualité des policiers. Ce sont donc des faits d'une gravité assez exceptionnelle, d'une violence extrême. C'est assez inquiétant ce type de phénomène puisqu'en ce moment ça se reproduit. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, nos invités sur ce plateau, je suis ravie d'accueillir Valérie Nataf. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Éditorialiste politique pour LCI, Bruno Pomar, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. Bonsoir à vous Christophe Net. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et bonsoir et bienvenue à vous Raphaël Maillochon. On va voir beaucoup de choses ensemble ce soir. Vous avez abattu un gros boulot pour cette émission, journaliste police-justice, TF1 LCI. D'ailleurs, justement, c'est parti le grand dossier avec vous, Raphaël Maillochon. On va aller devant l'écran pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, Raphaël, il y a 7 policiers qui ont été agressés par une dizaine d'individus. Ça s'est passé dans le centre-ville de Reims. Raphaël, vous nous détaillez ce que l'on sait pour l'heure de ce violent incident. Eh bien, ce que l'on voit, c'est une vidéo qui a été tournée par un riverain, un témoin dans le centre-ville de Reims, samedi soir. Sur ces images, eh bien, il y a plusieurs policiers qui sont à terre. Ils sont en tenue civile parce qu'ils venaient rejoindre un premier groupe de policiers qui fêtait dans le centre-ville un pot de départ entre collègues. Ils avaient tous fini leur service. Il n'y avait pas, par exemple, de brassard ou de tenue police. Et ils sont pris à partie, roués de coups par des dizaines de personnes au sol. Bilan, 7 policiers blessés, notamment certains avec des chevilles et des nez cassés. 2 personnes ont été interpellées dans la foulée aux alentours d'1h du matin. Il s'agit d'hommes de 26 et de 27 ans. Ils sont tous les deux nés à Mayotte, très connus défavorablement pour des faits notamment de violence. L'un venait de sortir de prison il y a seulement 4 jours seulement. Les autres personnes sont recherchées. Et je termine en disant effectivement qu'ils ont été en état d'ébriété. Ensuite, ils ont été placés en garde à vue. Ils sont mis en examen, placés en détention provisoire. Et Raphaël, ce qui amplifie encore un peu plus le malaise, c'est que ce lynchage, il intervient quelques jours après l'agression violente d'un policier de la BAC du côté de Tourcoing cette fois. Oui, cette fois, c'était jeudi 11 septembre. Dans l'après-midi, regardez cette vidéo, on a choisi de flouter l'altercation. 3 policiers de la BAC interviennent pour un vol de trottinette sur fond de chantage et de harcèlement entre enfants. Et c'est un agent de la BAC, un policier de la brigade anticriminalité qui est passé à tabac. Il s'est vu prescrire 5 jours d'ITT. La scène est filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, notamment, vous le voyez, avec ces émojis, un sourire, des gens qui rigolent. 5 jeunes ont été mis en examen. Ils étaient jusque-là inconnus des services. Ils encourent 7 ans pour violence volontaire aggravée. Merci Raphaël. Nous sommes en direct avec Emma Barrier. Bonsoir à vous Emma. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Reims avec Gaspard Bunel. Alors Emma, d'après les échanges que vous avez eus avec vos interlocuteurs liés à l'enquête ces dernières heures, que vous disent-ils ? D'une part, pour commencer sur le fait que ces hommes étaient visés pour être des policiers. Oui, effectivement. Bon, déjà, les habitants du quartier, on leur a parlé. Eux, ils nous décrivent un endroit très calme. Ils nous parlent d'une ville sans aucun problème, pas habituée à la violence, encore moins contre des policiers. Pour eux, il s'agit vraiment d'un cas particulier qui s'est déroulé ici et qui était vraiment une attaque ciblée contre des policiers. Et cela va d'ailleurs dans le sens des éléments indiqués par le procureur ce matin. Le procureur affirmait que selon lui, ces individus savaient à qui ils s'en prenaient, connaissaient la profession de ces hommes malgré leur tenue civile. Alors, quels sont les éléments pour étayer ça ? Eh bien déjà, le déroulé de l'agression
d'agression. Il parle d'un premier individu qui arrive à bord d'une trottinette, qui les regarde, puis se dirige vers eux. Au même moment, d'autres personnes s'en prennent à ces policiers. Ils sont environ une dizaine en tout. On entend également, c'est ce que disent les policiers, des cris comme « ce sont eux, bien fait, bien mérité ». Et puis les autres éléments qui vont dans ce sens, ce sont les éléments de l'enquête, le profil de ces deux hommes interpellés ce week-end. Le premier venait de sortir de prison tout juste 4 jours avant cet événement. Ce qui laisse penser, en tout cas on peut se poser la question, est-ce qu'il connaissait ces policiers? Est-ce que ces policiers auraient participé à son arrestation? Quant à son frère, puisque ce sont deux hommes frères originaires de Mayotte, eh bien lui aussi ces derniers temps il enchaînait les peines, il est très connu des services de police et donc dans l'autre sens on peut se demander si lui aussi connaissait ces policiers. Enfin le procureur indique que les deux hommes qui ont été placés en détention provisoire nient pour l'instant tous les faits, malgré le fait que l'un d'entre eux ait quand même été retrouvé avec du sang sur les mains lors de l'interpellation ce week-end. Merci beaucoup Emma Barrier avec Gaspard Bunel depuis le terrain, depuis Reims. Alors je me tourne vers vous Christophe Miette. Comment vous qualifiez les choses? Peut-être d'abord ce qui étreint les policiers dans vos rangs. On est à un stade de colère après de tels faits? Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est qu'avant tout, une fierté d'être policier, républicain. Et ça, c'est chevillé au corps et personne ne pourra nous l'enlever. Après, une colère qui vient immédiatement après, en voyant des collègues blessés quasi tous les jours. Vous le rappeliez dans le reportage, il y a eu Reims, il y a eu Tourcoing, mais tous les jours et chaque année, on a des centaines de collègues qui sont blessés, que ce soit sur des refus d'obtempérer ou autres. Et c'est vrai que on se pose des questions. Il y a une stigmatisation des forces de l'ordre dans cette société de la part de politiques, sans les citer, qui pointent du doigt et qui, entre guillemets, peut légitimer cette violence vis-à-vis des policiers dans notre société. Là, on est dans une société où la violence est omniprésente et l'État doit agir immédiatement avec des réponses fortes pour rétablir l'ordre, pour plus que personne ne puisse toucher des policiers ou autres serviteurs de l'État. Bruno Pomar, sur le terrain, pour vous, il est très clair qu'il y a un accroissement de l'utilisation des policiers, des forces de l'ordre comme cible? Mais totalement. Écoutez, moi je suis rentré en 81 de la police. J'ai jamais connu ça. J'ai été serré, j'ai fait de la patrouille, j'ai fait tout ce que font les policiers de façon traditionnelle. On n'a jamais vu ce niveau de violence. C'est clair et net. On pense que d'abord c'est multifactoriel. Je crois que vous l'avez dit, Christophe, c'est que on n'a plus peur de l'autorité, on n'a plus peur des forces de police. Tout ça nourri évidemment par la France insoumise, il faut le dire catégoriquement. Ça c'est l'élément. Il y a des problématiques d'éducation qui sont évidentes parce que les comportements pareils ne sont pas toute la jeunesse, mais c'est quand même un certain nombre qui agissent comme ça. On dévalorise la fonction de policier, donc on peut tout se permettre à l'égard des policiers. Les réseaux sociaux qui nourrissent cette violence gratuite, parce que les réseaux sociaux, quand même, ça, quand on regarde certaines images, moi, me choquent. J'en regarde, je suis totalement choqué de voir ce qui se passe. Donc, effectivement, quand vous avez affaire à des esprits un peu décérébrés, comme on en a vu là, eh bien, effectivement, on voit ce type d'action qui se répète. 23 policiers par jour blessés, c'est des milliers par an de policiers et de gendarmes qui sont blessés. De mon temps, je n'ai jamais vu ça. Excusez-moi, ça fait un peu vieux, mais c'est la vérité. Donc, il faut se ressaisir, il faut qu'on trouve des réponses. Les réponses, elles viendront de façon judiciaire, de façon très dure. Si on ne fait pas ça, on n'avancera pas du tout. Vous venez de poser tous les enjeux de cette émission, ce sont tous les fils que nous avons tirés dans les toutes prochaines minutes. Mais Valérie, j'ai une curiosité politique. On n'a pas vu de réaction de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin. Après l'effet de Tourcoing, il y avait eu une forte réaction, déplacement même sur le terrain du ministre de la Justice. Parce que interview accordée, mais depuis Beauvau, à Bruno Retailleau auprès de TF1 LCI. Là, il n'y a même pas un tweet. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'extinction de voix du côté de la place Beauvau, et c'est assez étonnant après ce qui vient de se passer. Moi, je vais reprendre les mots d'une éditorialiste, une consoeur à nous, Françoise Fressoz, dans Le Monde, qui dit que en ce moment, sur l'action publique, il est temps d'avoir une indispensable modestie. Et je crois que pour le ministre de l'Intérieur, cette indispensable modestie s'exprime très silencieusement aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on s'arrête vraiment sur les chiffres. Raphaël, je le disais, vous avez travaillé sur le sujet toute la journée. Regardons ensemble les chiffres, le nombre de policiers agressés ou blessés. Vous voulez nous présenter peut-être la courbe qu'on va voir s'afficher? Voilà. Oui, voilà, c'est une courbe qui est en nette hausse, on le voit, depuis 2022 jusqu'à 2024, avec en point d'orgue l'année dernière 6213 policiers agressés ou blessés chaque jour. Si on fait le détail, ça fait 17 forces de l'ordre blessées chaque jour en France. Ça, c'est un chiffre que vous avez identifié aujourd'hui, 17 policiers blessés par jour dans notre pays. L'année dernière.
dans notre pays l'année dernière. Frédéric Ploquin, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la criminalité organisée. Vous êtes le co-auteur du livre à paraître Insécurité, stop à la descente aux enfers. C'est aux éditions Fayard. Ça sortira le 1er octobre prochain. C'est présenté comme une enquête choc sur cette insécurité dans le pays. Frédéric Ploquin, selon vous, je vous cite, derrière les discours officiels, la réalité est brutale. La réalité, dans le cas présent, l'agression de policiers, est-elle bien plus dégradée que ce que l'on dit dans les discours officiels? Écoutez, je n'ai pas l'impression que l'actuel ministre de l'Intérieur soit dans la dénégation des faits, ce qui est plutôt sain. Et ce qui n'a pas toujours été le cas de tous les ministres de l'Intérieur. C'est une lente, pour moi, qui observe ces phénomènes depuis plusieurs décennies, c'est une très lente mais régulière progression de l'agressivité des agressions contre les policiers, puis une modification aussi de ces, on va dire, de ces agressions. On a eu une période très très chargée à un moment donné avec les attentats islamistes où en gros tout policier était d'abord une cible. Et d'ailleurs c'est à cette époque-là, je le rappelle, qu'on avait équipé les policiers d'armes de guerre, etc. Donc il y a eu cette séquence qui n'était pas tout à fait anodine avec ces 2 policiers qui avaient été retrouvés assassinés chez eux à leur domicile. Donc l'intrusion, on va dire, de terrorisme jusque dans le domicile des policiers, ça c'était une séquence bien identifiée après la série d'attentats dont la France a été victime. Après, on a eu une deuxième série, on va dire, d'agressions autour d'un certain nombre de manifestations chaotiques où on avait une frange de l'ultra-gauche qui théorisait, elle aussi, qui théorisait littéralement l'agression de policiers et qui en faisait un outil de communication et qui taguait sur tous les murs de Paris. Je me souviens très bien de l'avoir vu. En gros, un bon flic est un flic mort. Je rappelle quand même ça. Parce que... Donc là, on a plutôt, je viens d'évoquer 2 types d'agressions qui ont des mobiles, entre guillemets, soit politiques, soit religieux. Mais là, on a affaire à autre chose. On a affaire à une génération, on va dire, que ce soit à Tourcoing avec ces mineurs qui ont agressé un policier de la brigade anticriminalité ou avec cette affaire à Reims. On a affaire à une jeune génération qui, elle, veut bouffer du flic. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans l'agression régulière, plus ou moins, on va dire, dramatique, plus ou moins relayée par les médias, plus ou moins, et rarement sanctionnée par la justice, qui ont grandi depuis qu'ils ont 12-13 ans jusqu'à leurs 20 années, qui ont grandi dans cette espèce de sentiment d'impunité. Le policier, au quotidien, je parle, le policier, on pouvait lui cracher dessus, l'insulter, etc. Il ripostait, mais pas trop. Et puis la justice, malheureusement, dans bien des cas, à cause justement du nombre, de l'effet massif de ces agressions, la justice ne sanctionnait pas toujours, pas réellement, ça dépendait des endroits, des départements. Donc on a cette génération qui arrive aujourd'hui à maturité et on a des faits comme ceux-là qui se produisent qui sont particulièrement choquants. On voit des jeunes se comporter, on va dire, un peu comme des membres de gangs ultra-violents qui passeraient leur journée à charcuter leurs concurrents, etc. Puis tout d'un coup, on voit des policiers finalement... Il n'y a pas chez eux cette barrière qu'il y avait autrefois chez les voyous qui se disaient, bon... je réfléchis un peu quand même avant de taper un policier, avant de lui tirer dessus, parce que peut-être que derrière, je vais faire de la prison à perpétuité. Il n'y a pas cet apprentissage comme ça de la punité, ce sentiment d'impunité qui semble les protéger. Alors, j'ajoute un élément, on reste ensemble Frédéric Ploquin, mais là, ils étaient sans uniforme ce week-end. C'est ça qui interpelle aussi particulièrement. Ils étaient sans uniforme, ils faisaient la fête entre eux, hors service, et ils ont été pris pour cible malgré tout. Ça, vous l'analysez comment? Vous le regardez comment? Quand vous échangez entre vous? Quand on échange entre nous, déjà faire très attention parce que c'est vrai que, j'allais dire, même sans avoir l'uniforme, on porte le fait qu'on est policier par les regards, par nos attitudes. Et c'est vrai qu'on est facilement repérable. Une parole qui peut être échangée, qui peut être très, très vite compris et nous identifiant comme policiers. Vous avez peur, même dans votre vie privée, de montrer que vous êtes policier, que ça se voit dans certaines situations? Est-ce qu'il vous est même arrivé de le dissimuler par crainte d'être la cible? Peur, on ne veut
on ne peut pas aller jusqu'à là, mais dire qu'on fait de plus en plus attention et qu'on dissimule les domiciles personnels, oui, c'est une certitude. Il a été rappelé, il y a eu les événements d'attentats, des policiers ont été meurtris chez eux également, il y a eu Magnanville et bien d'autres, et c'est vrai qu'on fait davantage attention. On essaie de distinguer cette vie professionnelle qui a été choisie pour ne pas la faire imputer au noyau familial. Frédéric Ploquin, je reviens vers vous juste après Bruno, mais Frédéric Ploquin, ils étaient sans uniforme et hors service. Pardon, c'est pas obsessionnel, mais c'est vraiment un élément majeur de ce qui s'est passé ce week-end et pour certains, une forme d'étape qui est en train d'être passée. Selon vous, ça raconte quoi ? En tout cas, ça raconte que dans la tête de ces jeunes, ils sont dans une espèce de règlement de compte de bande contre bande. Et ils ne considèrent pas les policiers, j'ai l'impression, comme des représentants de l'autorité, de l'État, ou alors s'ils les considèrent comme tels, c'est précisément la raison pour laquelle ils leur tapent dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas, il n'y a pas, rien ne les empêche, rien ne les empêche de passer à l'acte. Et pour les policiers, c'est extrêmement douloureux et difficile à vivre parce que, effectivement, s'il n'y a plus de barrières, ce qui a été le cas dans un certain nombre de quartiers où on a déjà eu des policiers qui ont été agressés alors qu'ils faisaient leurs courses au supermarché, alors qu'ils allaient chercher leurs gamins à l'école. On a déjà eu ces dernières années cette espèce de tentative qui est totalement contre-productive de dissimuler le policier, alors qu'on a besoin précisément du policier on a besoin que nos policiers se montrent dans la rue pour précisément inspirer le respect, rétablir l'ordre. Vous savez, le policier, le ministre de l'Intérieur a besoin et la société a besoin qu'on les voie précisément. Parce que leur simple passage, leur simple ronde, leur simple passage dans un quartier, normalement, est un rappel à l'ordre, on va dire. Donc là, tout d'un coup, on a ce rapport de force que ces jeunes voudraient inverser en leur disant « mais vous êtes à notre merci à tout moment ». Et j'imagine que tous les policiers ne vont pas à un pot de départ avec leur arme à feu, mais ça aurait pu être le cas. Et on imagine qu'une telle scène, il suffit qu'il y ait un peu trop de panique, que quelqu'un panique, ce qui serait d'ailleurs pas forcément illégitime, qu'il y ait un coup de feu qui parte, et vous voyez bien que ce type de scène peut totalement dégénérer et se terminer extrêmement mal. Bruno Pomar. Ce qui est déjà le cas, mais se terminer par un mort. Pour continuer à ce que dit Frédéric Ploquin, effectivement, tout le monde espérerait revoir, parce qu'on en parle beaucoup, cette fameuse police de proximité. On n'est plus dans ce débat du tout, pour l'instant. Parce que je ne suis pas contre sur l'idée. Le problème, c'est qu'il faut remettre tout à plat. Et pour remettre tout à plat, ça demande non seulement des effectifs considérables, mais vous l'avez dit, on en manque. Donc ne faut-il pas, dans certains quartiers, moi je le soutiens, j'ai fait une tribune il y a peu de temps sur ce sujet, évidemment ça élève des voix, ce n'est pas contre notre police, bien au contraire, mais pourquoi ne pas choisir ces fameux quartiers de reconquête républicaine où on a le plus de problématiques et y mettre l'armée avec la police pour pouvoir travailler à la sécurisation, c'est-à-dire avoir, ce que dit Frédéric Ploquin, des policiers sur le terrain à patrouiller pour rassurer la population, pour nous rassurer à nous tous, et ensuite faire travailler derrière les polices spécialisées sur les trafics de stupes, trafic de proxénétisme, etc. Moi, je pense qu'on doit en arriver là. Je vous rappelle qu'en Belgique, on est en train de mettre un plan en place sur des patrouilles police militaire. Raphaël Maillochon, selon vos informations, c'est une idée qui commence à prendre un peu d'ampleur, l'utilisation de l'armée pour essayer de sécuriser un peu. C'est une idée en tout cas qui effectivement dans les couloirs de Beauvau fait réagir. Après elle est très ambivalente, c'est-à-dire vous avez les pros qui vous disent effectivement intégrer l'armée, pourquoi pas dans les quartiers, puis vous avez ceux qui idéologiquement et depuis toujours sont contre. Allez-y, oui. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure ? Avant d'envoyer l'armée, je pense qu'il y a d'autres... c'est à réfléchir, bien entendu, mais je pense qu'il y a d'autres moyens déjà que l'autorité, les pouvoirs politiques réaffirment l'autorité de l'État dans ces quartiers, en jumelant une justice beaucoup moins lente et beaucoup plus répressive, et avec des actions pour protéger l'ensemble des forces de police et de gendarmerie dans notre pays. Dans ces cités, il y a des problèmes, et le problème numéro 1 à l'heure actuelle, c'est que la police et les forces de l'ordre en général sont devenus un gang hostile à ces groupes. Alors, Frédéric Ploquin, parce que je vais devoir laisser filer Frédéric Ploquin juste après, donc je vous laisse la parole sur ce point que vient d'évoquer, de soumettre Bruno Pomar, l'armée.
Moi, je côtoie beaucoup de policiers. Ce que j'entends le plus souvent au quotidien, c'est en gros la justice nous a lâchés. Oui. Et dans le livre que je publie là, le 1er octobre, je le signe avec le secrétaire général du syndicat des commissaires, Frédéric Lose. Et l'un des chapitres, un des passages les plus forts de ce livre, c'est en gros de dire il faut de nouveau sanctuariser le policier, il faut de nouveau que le policier soit intouchable. Et pour ça, je pense que tous les yeux dans les jours qui viennent vont se tourner non pas tellement vers le ministre de l'Intérieur, mais vers le ministre de la Justice, parce que le problème, il est peut-être là, il est dans, en gros, la faiblesse, enfin, c'est ce que disent en tout cas les policiers, dans la faiblesse de la réponse judiciaire qui donc n'apprend pas à ces jeunes dès le plus jeune âge, en fait, que un policier... on n'y touche pas, quoi. Un policier, c'est la République, c'est l'incarnation de la République, c'est le cœur de la vie citoyenne, donc on n'a pas à toucher un policier. Merci. Et je pense que le débat va partir là-dessus. Et on va l'avoir sur ce plateau puisque nous en parlerons de cette justice dans cette émission avec Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité, magistrat FO. Je vous remercie, vous, en tout cas Frédéric Ploquin, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre qui va sortir le 1er octobre, Insécurité, stop à la descente aux enfers, aux éditions Fayard. Donc vous êtes bien devant le grand dossier avec cette question ce soir. Policiers agressés, la France en panne d'autorité. Et pour en parler, je salue à nouveau sur ce plateau Brice Hortefeux. Bonsoir encore une fois, merci d'être avec nous, ancien ministre de l'Intérieur, ancien député européen, Les Républicains, toujours avec nous Valérie Nataf, Bruno Pomar et également Christophe Miette. Bruno Pomar, je rappelle que vous êtes président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. Christophe Miette, je rappelle que vous êtes commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et merci également à Raphaël Maillochon d'être toujours avec nous du service police-justice de TF1 et LCI. Vous avez entendu les mots il y a quelques instants de ces maires, médecins, policiers, acculés, parfois ciblés parce qu'ils représentent l'autorité. À portée de baffe, disent certains, de coups plutôt désormais. On va revenir maintenant sur les chiffres. Les chiffres, il faut s'y arrêter pour vraiment tout comprendre et on le fait avec vous, Raphaël Maillochon. Que disent, Raphaël, les chiffres pour les professions, pour commencer les professions en uniforme? Regardez les chiffres pour les gendarmes. 5456 agressions en 2024, là en hausse également par rapport à 2023 avec 5373 militaires agressés. Et puis vous voyez cette tendance qui se dégage pour la première période de l'année 2025. 3623 gendarmes en baisse, en recul par rapport à la même période l'année dernière. Et quant aux autres figures d'autorité, qu'en est-il? Eh bien, on va s'arrêter sur les hommes en rouge, j'ai envie de dire, les sapeurs-pompiers. Vous voyez cette courbe qui descend continuellement depuis 2020, avec ce pic, 1764 sapeurs-pompiers agressés en 2020, 1461 l'année dernière. Là, je parle des pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires ou alors militaires. Merci beaucoup, Raphaël. Vous avez encore autre chose à nous dire? C'était sur les policiers. Et puis si on ajoute tout cela, vous voyez cette courbe qui ne fait que de monter avec en point d'orgue 6213 policiers agressés ou blessés l'année dernière en 2024. Et si on additionne tous les faits pour ces professions, policiers, sapeurs-pompiers ou gendarmes, eh bien cela représente 36 agressions chaque jour en France de ces hommes et femmes en uniforme. Les médecins, les élus également? Oui, on va s'intéresser aux blouses blanches avec cette courbe. Vous le voyez qui là encore ne fait que de monter avec 1581 médecins agressés l'année dernière. Il n'était, j'ai envie de dire, que 1084 en 2019, même si cela fait beaucoup trop. Et puis ensuite, chez les élus, le dernier chiffre à vous présenter concernant les maires en France, 2501 faits de violence ou d'incivilité en 2024. Là, en recul, en net recul, après plusieurs dizaines d'années de hausse, notamment entre 2021 et 2022. La hausse était de 32%. Donc avec des actions sur le terrain, les chiffres baissent. Merci. Important, encore une fois, de poser les chiffres. Merci de l'avoir fait, Raphaël Maillochon. Brice Hortefeux, je vais me tourner vers vous pour commencer. Ancien ministre de l'Intérieur, que se passe-t-il selon vous? Par exemple, les pompiers. Les pompiers. Il n'y a pas si longtemps, on n'imaginait pas un instant qu'un pompier puisse être agressé, surtout quand il est en action en train d'aider des gens. Et pourtant, on a vu ces images. On les a vues il y a quelques mois. C'était en marge notamment des violences autour de la victoire du PSG. Que se passe-t-il quand vous entendez France en panne d'autorité? C'est ça l'histoire?
Oui, l'autorité, ça ne touche pas à la crise de l'autorité, ça ne touche pas simplement les catégories que vous venez d'indiquer. C'est un phénomène que l'on retrouve dans les pans entiers de la société. Crise dans nos institutions, crise de l'autorité dans nos institutions, y compris au plus haut sommet de l'État, crise d'autorité dans la famille, crise d'autorité dans l'éducation. Vous avez eu aujourd'hui même encore une enquête de l'UNSA Éducation qui indique que c'est une profession, enseignant, qui est de plus en plus désertée, ceux qui l'exercent ont envie de la quitter. Donc tout ceci pour dire que, pour dire et souligner que le respect de l'autorité, ça suppose de conscience, c'est-à-dire pour qu'il y ait autorité respectée, il faut qu'il y ait la reconnaissance à la fois de la compétence et de la légitimité. Dans un certain nombre de cas, c'est ni l'un ni l'autre. Alors concernant la police et les dépositaires de l'autorité publique, j'étais très intéressé par les chiffres là, que vous avez communiqués. Mais si on globalise un peu plus, on s'aperçoit qu'en réalité, vous avez eu, et je parle aussi sous votre couvert, vous avez à peu près 15 000 policiers qui sont blessés chaque année. Vous avez eu un pic en 2024 de gendarmes qui ont été blessés, 10 000, ce qui ne s'était jamais produit. Et au total, si vous faites le total des dépositaires de l'autorité publique, ce que vous avez décrit, en réalité, c'est une centaine de dépositaires de l'autorité publique qui sont ciblés chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont agressés complètement, que ça aboutit, mais une centaine. Donc c'est effectivement, quand vous faites le constat, il est implacable, il y a une remise en cause de l'autorité. Et il y a un autre élément qui m'impressionne beaucoup, c'est quand on observe le terrorisme. Le terrorisme, c'était les années écoulées, l'époque de la bande à Bader, les choses comme ça, Action directe, c'était des adultes. Et vous vous apercevez que désormais, dans le terrorisme, vous avez une progression fulgurante en France et en Europe des mineurs dans les actes de terrorisme, c'est-à-dire de jeunes qui sont totalement déconnectés de la moindre autorité. Je vous donne simplement le chiffre, il y en avait 2 en 2021 qui ont été mis en cause en France dans des actes de terrorisme. On est monté à 19 en 2024 et on est, à ma connaissance, à 8 déjà entre janvier et juillet. Bon. Et en Europe, c'est près d'un terroriste ou un présumé terroriste ou quelqu'un qui envisage de commettre un acte terroriste sur 3 qui est un mineur. Donc, vous voyez la déliquescence de cette autorité. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? Certainement. On va venir aux solutions. On va interroger le grand déni. Voilà, on l'a écrit en bas de l'écran, c'est pour ça que je regardais tout en bas. Le grand déni. Est-ce que vous estimez, vous, en tant que syndicaliste, que les autorités passées, et vous avez aussi Brice Hortefeux en face de vous, après tout, vous avez été en charge, monsieur le ministre de l'Intérieur, et les autorités actuelles sont passées à côté de la dégradation de la situation, de votre situation ? C'est vrai que depuis, j'allais dire quelques années, voire quelques décennies, des annonces politiques se font de façon très forte, mais il n'y a aucun acte derrière. On voit une société de plus en plus violente, on banalise cette violence par les réseaux sociaux, d'où des jeunes qui agissent de plus en plus tôt, qui passent à l'acte, qui banalisent cette violence vis-à-vis des forces de l'ordre, qui sont encore stigmatisées et vues comme un gang adverse, des politiques qui poussent dans ce sens également. Et là, il est temps que cette autorité s'affirme. Ce n'est pas un gros mot de dire que l'autorité doit s'affirmer de façon claire, précise, et c'est ouvert à tous, quelle que soit la tendance politique. Il faut rétablir l'ordre en France pour pouvoir avancer dans une société apaisée. À ceux qui pensent que les autorités aujourd'hui, mais passées également, ont été dans le déni et ont laissé la situation se dégrader pour qu'elle devienne ce qu'elle est et ce qu'on présente aujourd'hui, vous répondez quoi, Brice Hortefeux ? Si l'on observe d'abord les chiffres, je ne suis pas là moi, pour faire un plaidoyer pour la période pendant laquelle j'exerçais où Nicolas Sarkozy exerçait l'autorité complète. Je rappelle simplement que la délinquance générale, entre 2002 et 2012, avait baissé.
Donc je pourrais vous donner le détail agrégat par agrégat. Il y a un domaine dans lequel déjà on avait des signaux qui étaient préoccupants, c'était l'évolution du narcotrafic. Tous les agrégats ont été soit stables, soit à la baisse. Un déjà progressé, je parle pour la période fin 2012, il y avait le progrès du narcotrafic. Mais là-dessus, il y a raison, il faut qu'à un moment donné, l'autorité puisse s'affirmer. Comment peut-elle s'affirmer, l'autorité ? Vous savez, on parle beaucoup dans le domaine de la prévention. Écoutez, pour moi, pardon de vous le dire, j'ai un principe simple, qui n'est pas simpliste, mais qui est simple, qui est le fait que la première des préventions, c'est la certitude de la sanction. Il faut qu'il y ait une sanction. Et il faut que cette sanction, elle présente des caractéristiques, si l'on veut rétablir l'autorité. Il faut que la sanction soit bien sûr justifiée. Il faut que la sanction soit réelle, c'est-à-dire qu'elle soit dissuasive. Et il faut qu'elle soit rapide. Et on sait notamment que la notion de rapidité de la sanction est un élément déterminant chez le plus jeune. S'il y a une déconnexion, et on sait parfois et pourquoi d'ailleurs, la justice est un peu lente, ne serait-ce que d'ailleurs pour protéger les droits du justiciable, mais il faut qu'il y ait ces trois caractéristiques. Que la sanction soit réelle, qu'elle soit forte, qu'elle soit dissuasive, et donc et surtout qu'elle soit rapide. Alors quand on se demande s'il y a du déni, en tout cas du côté des Français, pas vraiment, puisque quand on regarde un dossier publié par La Croix encore ces derniers jours, regardez les chiffres, il y a une demande d'autorité, et même chez les jeunes, 41% des moins de 35 ans sont pour la mise en place d'un régime autoritaire en France. 81% des Français veulent un vrai chef pour remettre de l'ordre. Ça nous raconte quoi, ça, encore une fois, Valérie Nataf ? Qu'on est à côté, que les autorités passent à côté de ce qui est en train de se passer ? Ça nous raconte quand même une forme de hiatus entre ces sondages que l'on voit et les événements auxquels on assiste. Demander plus d'autorité pour les moins de 35 ans et en même temps on s'aperçoit cette perte d'autorité que vous avez décrit et avec Raphaël. Moi j'en voudrais un autre exemple. Pendant les émeutes de 2023, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Quels sont les bâtiments qui ont été les plus ciblés ? Ceux sur lesquels il y avait un drapeau français. Les écoles, les mairies, les bibliothèques. Voilà aussi ce que raconte. Moi, je trouve que c'est cette demande d'autorité, elle qui transparaît dans ces sondages, on la sent, on la voit, et en même temps, elle me semble très hypocrite, pour dire les choses. Mono. La demande d'autorité, moi je l'entends, mais ce qui me désespère quelque part, moi depuis 35 ans que je fais du travail associatif avec 500 policiers, et on se bat sur le terrain en permanence, c'est qu'on est toujours en réaction. L'État est toujours en réaction de tout. On est toujours à la ramasse. C'est-à-dire, les narcotrafiquants, ils sont devant, nous on est derrière. On arrive à remonter la pente à chaque fois. En matière de délinquance urbaine, etc., on arrive à maintenir, je dirais, quelque chose, la pression. Le problème, c'est qu'on parle à aucun moment, parce qu'on est incapable pour l'instant de parler d'éducation. La base, la première chose, vous l'avez dit, ok, la sanction, moi je suis pour. Mettre quelqu'un en prison rapidement, ou sanctionner très durement pour montrer que la sanction a valeur d'exemple, c'est important. Mais parlons de l'éducation. Tout ça, nobody, j'entends personne, les politiques ne se branchent pas là-dessus. Il y a un travail sur les familles à faire, parce que si on veut éviter que les jeunes dérivent, moi je le vois, ça fait 35 ans que je fais ce travail avec des séjours de rupture avec les gamins. Et je vois bien, la recherche d'autorité, elle y est. Moi j'ai des gars, des sérieux, des militaires, des policiers qui prennent en charge ces gamins, qui ne sont pas faciles, ben on arrive à les recadrer sur 15 jours, 3 semaines de stage. Ça paraît stupide peut-être ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc on arrive à remettre ces gamins dans la ligne. Le problème c'est qu'il faut, encore une fois, qu'on travaille sur la base, l'éducation nationale évidemment, l'éducation familiale, etc. Et ça, on est dans le néant total, parce que, je vous dis encore une fois, un jeune fait une connerie, paf, allez, on va l'interpeller, il n'y a pas de problème, la police sait faire ça, il n'y a pas de souci. On ne travaille pas sur le fond. Et si on ne travaille pas sur le fond, on n'avancera jamais. Brice Hortefeux, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce chiffre, 41% des moins de 35 ans qui sont pour la mise en place d'un régime autoritaire en France. 41% des moins de 35 ans pour la mise en place, pas d'autorité, d'un régime autoritaire en France. À quel moment ça a glissé ?
Oui, mais on sait très bien que la frontière entre autorité et autoritarisme est quelque chose qui est ténu. Donc il faut bien s'encadrer et s'appuyer sur les règles républicaines. Mais ces exemples d'autorité bafouée, encore une fois, ce qui est très important et d'ailleurs peut-être un peu traumatisant pour nos compatriotes, c'est quand ils entendent le matin les refus d'obtempérer, quand on sait qu'il y a à peu près 70 refus d'obtempérer par jour dans notre pays. C'est le signal, effectivement, que l'on ne respecte pas l'autorité, qu'on ne respecte pas le bleu, comme on dit au ministère de 515 policiers blessés sur les refus d'obtempérer. 515. Mais il est visiblement quand même possible d'agir, parce que je reprends mes petites notes là. Sur les élus, Raphaël Maillochon, on a regardé ça aujourd'hui, les atteintes sur les élus, ça a baissé de 9% ces derniers mois, c'est ça ? Oui, pas d'erreur de ma part. Oui. Parce que, précise le gouvernement, il y a eu des actions menées par les pouvoirs publics. Donc, comme quoi, s'il y a action, il peut y avoir résultat. Donc, c'est un manque d'action qui fait que les choses ne bougent pas. En tout cas, on voit que ça ne fait que de baisser. Vous voyez cette flèche au rouge, 9%. On reste quand même à des faits très hauts, 2501 faits. Mais ce qu'il faut noter, c'est effectivement, Amélie, il y a eu ces dizaines d'années de hausse avec, je le disais tout à l'heure, en point d'orgue, cette hausse de 32%. Là, on explose les scores, des atteintes, des violences commises contre les élus. On parlait tout à l'heure à portée de gifles. Entre 2021 et 2022, 32% d'agressions en plus. Et effectivement, lorsqu'il y a eu des choses mises en place, j'ai pu assister notamment à des formations, notamment des formateurs du GIGN ou de certaines unités d'élite de la police ou de la gendarmerie qui viennent dans les mairies former les élus, notamment les élus dans les petites villes ou les moyennes villes, pour les aider à désamorcer les conflits. C'est sans doute ces actions-là, en plus des réponses pénales, on l'évoquera sans doute tout à l'heure, qui font qu'aujourd'hui, les élus, en tout cas les agressions envers les élus, elles sont nombreuses, mais elles sont en baisse. Je voudrais qu'on revienne et qu'on s'arrête maintenant à cette question que vous avez tous effleurée, parce que tout est lié, bien évidemment. La question du laxisme qui monte à nouveau, qui monte à chaque fois, après encore une fois l'agression donc, de 7 policiers hors service ce week-end, lynchés, je le rappelle, par un groupe d'individus ultra-violents. Ça s'est passé à Reims. On entend déjà dans les réactions politiques, laxisme politique, mais aussi judiciaire. C'est vrai que je vous regarde, Brice Hortefeux, vous avez été ministre auprès de Nicolas Sarkozy quand a été adopté le texte sur les peines planchées. Elles ont été supprimées ensuite en 2014. C'était Christiane Taubira, je crois, en charge à l'époque. La justice a-t-elle laissé tomber les Français ? Ne nous protège-t-elle plus suffisamment ? En tout cas, c'était une erreur à la fois symbolique et pratique d'abolir cette mesure qui avait été ardemment voulue par Nicolas Sarkozy. Et je vous dis, c'était symbolique et pratique. Mais se pose naturellement la question des sanctions aggravées à l'égard quand il y a une agression de policiers, de gendarmes, de pompiers, de dépositaires de l'autorité publique. Les choses ont quand même bougé depuis quelques années, puisqu'il y a une vingtaine d'années, les sanctions, c'était autour de 6 mois. On schématise un peu, c'était autour de 6 mois. Et on est progressivement monté jusqu'à 2 ans. Mais si l'on observe nos voisins, ce que font nos voisins immédiats, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, les circonstances aggravantes entraînent des peines qui sont beaucoup plus importantes. En gros, chez nous, c'est 2 ans, et schématiquement, chez nos voisins, c'est 5 ans. Vous voyez, donc il y a des politiques répressives qui sont un peu différentes. Et pour ma part, encore une fois, je reste à mon principe. La certitude de la sanction, ça aide quand même la prévention. Et donc, je pense qu'il devrait y avoir un message fort qui soit adressé, compte tenu de cette évolution, pas sur ces derniers mois, mais sur ces dernières années. Compte tenu de l'évolution de ces dernières années, je pense qu'il faudrait des peines aggravées. Il est temps pour moi de vous remercier, Brice Hortefeux. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Et j'accueille sur ce plateau Béatrice Brugère. Bonsoir, merci beaucoup, je vous en prie. Faites votre entrée. Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Pendant que vous vous installez, bonsoir à vous. Écoutez Gérald Darmanin qui relance depuis l'agression d'un policier à Tourcoing sa proposition de peine minimum pour qui s'en prend à un policier comme à un élu local, par exemple, ou comme à du personnel médical. Regardez. S'en prendre à un policier, s'en prendre à un gendarme, s'en prendre à un pompier, s'en prendre à un magistrat, s'en prendre à un élu local, doit avoir une réponse extrêmement ferme. Et cette peine minimale, pour moi, comme proposition,
ne peut pas être une peine minimale en dessous de plusieurs semaines, de plusieurs mois de prison ferme. On doit pouvoir dormir en prison le soir même lorsqu'on a commis des attaques physiques contre des policiers, des gendarmes, des pompiers, et qu'on soit majeur ou qu'on soit mineur. Et donc merci encore une fois Béatrice Brugère, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Depuis le début de cette émission, on se plie à un exercice, c'est se plonger dans les chiffres avant toute chose. Donc on va continuer de le faire dans les chiffres et dans les faits. Gérald Darmanin, Raphaël Maillochon qui propose une peine minimale. Qu'on soit bien clair pour nos téléspectateurs, qui dit peine minimale ne dit pas peine plancher. Distinction à faire. Oui, alors cette peine minimale, cette volonté de Gérald Darmanin, elle émane après les incidents survenus notamment à Paris après les victoires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec le projet d'installer effectivement des peines minimales pour ceux qui attaquent les forces de l'ordre, les médecins, ceux qui représentent l'autorité. Concrètement, dès que la justice passe et se prononce sur un cas individuel, avec la possibilité de condamnation à une peine de prison, les magistrats auront à choisir entre une peine minimale et une peine maximale. Selon l'entourage de Gérald Darmanin, cela n'a rien à voir avec les peines planchées de Nicolas Sarkozy. On en parlait il y a une vingtaine d'années. Ces peines ne s'appliquaient qu'en cas de récidive légale, alors que les peines minimales voulues par Gérald Darmanin, le projet est déjà rédigé, ne s'appliqueraient dès le premier fait et pour un certain type de délit uniquement. Pour tout poser, qu'est-ce qui existe aujourd'hui déjà ? Alors aujourd'hui, dans le code pénal, on a pris un article pour vous montrer concrètement ce qu'il y est rédigé. Il n'y a pas de peine minimale, uniquement une peine maximale. On a pris un article, le 222-13 du code pénal, qui fait état des violences. On en parle depuis tout à l'heure. 3 ans maximum d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Voilà pour ce qui est écrit aujourd'hui dans le code pénal. Gérald Darmanin voudrait le modifier pour ce qu'il soit inscrit dessus une peine minimale. Alors, on aime bien faire ça aussi dans cette émission, toujours bien regarder ce qui se passe du côté de nos voisins. Vous avez choisi 2 exemples, Raphaël, l'Allemagne et l'Italie. Oui, chez nos voisins allemands, outre-Rhin, vous le voyez, la justice prévoit une peine minimale de 3 ans de prison pour la personne qui agresse un membre des forces de l'ordre. C'est pas petite coquille, c'est 3 ans de prison et non pas... 3 mois de prison, c'est moi qui me trompe, 3 mois de prison. Et ensuite, chez nos voisins italiens, les peines encourues s'échelonnent là de 6 mois à 5 ans de prison. Merci beaucoup, Raphaël Maillochon. Béatrice Brugère, donc je me tourne vers vous. S'il devait être un jour voté par le Parlement, ce texte annoncé par Gérald Darmanin pourrait être retoqué ensuite par le Conseil constitutionnel. Pour autant, estimez-vous que Gérald Darmanin dispose ici d'une partie de la solution avec cette proposition ? D'abord, je ne sais pas pourquoi il serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Je sais que certains constitutionnalistes s'en émeuvent, mais pour nous, il n'y a pas de raison pour l'instant qu'il le soit, parce que justement, en fait, c'était comme ça avant le nouveau code pénal. Ce que l'on ne sait pas, c'est que en fait, l'ancien code pénal, avant qu'il soit modifié par Roger Badinter, prévoyait des peines minimales et des peines maximales. Pensez-vous que c'est une bonne solution ? Alors déjà, c'est intéressant parce que il faut quand même poser aussi de façon claire et nette le débat, parce que si vous commencez à dire de toute façon c'est inconstitutionnel, c'est merci, au revoir, c'est pas la peine de discuter. Donc je ne crois pas que ce soit inconstitutionnel dans la mesure où l'individualisation de la peine, elle existe non pas que pour un maximum, mais elle existe entre un minimum et un maximum. Après, le magistrat aura le loisir d'individualiser dans, j'allais dire, ce quantum minimal et maximum. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est une bonne chose ? Voilà, malgré tout, malgré la correction. Alors, parce que des constitutionnalistes disent effectivement que ça ne passerait pas. Vous rectifiez en disant que vous ne voyez pas où est le problème. Et maintenant, qu'en pensez-vous sur le fond de cette proposition ? Je ne vois pas où est le problème parce que ça existait. Oui, ça. C'est entendu. Non, mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que c'était l'ancien système était absolument comme ça. Ça a été modifié, il faut comprendre, comme d'ailleurs tout notre système pénal a été modifié. Par exemple, la non-révocation du sursis après une seconde infraction, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin, quand il arrive, d'abord il arrive en étant au ministère de l'Intérieur avant, il ne faut pas l'oublier, où cette question était déjà sur la table. Les violences contre les forces de l'autorité, elles ne sont pas du tout nouvelles, elles étaient déjà sur la table. Et à ce moment-là, on avait déjà élaboré cette idée d'avoir soit des peines planchées, soit des peines minimales, soit les deux d'ailleurs, parce que l'une n'empêche pas l'autre. Les peines planchées, vous l'avez très bien dit, c'est pour les récidivistes. Ça existait, le juge avait la possibilité de l'écarter.
pour les peines minimales, oui, c'est une bonne solution parce que pendant longtemps, on s'est occupé des maximums. Notre code pénal, toutes les lois sont toujours en train de dire il faut être plus répressif, et on a augmenté les quantums au maximum. Mais en vrai, la question aujourd'hui, elle n'est pas celle du maximum, elle est celle du minimum. Pourquoi ? Parce qu'on a un code pénal qui est ultra répressif, en vrai, en termes de maximum. Je crois qu'on n'a pas à rougir, on ne peut pas dire qu'on est laxiste, on a énormément d'incriminations. Le terme de laxisme, vous le balayez d'un revers de main ? Je parle du code pénal. J'ai bien compris. Voilà. Et donc je vous demande si ce terme de laxisme, effectivement... Non, le code pénal n'est pas du tout laxiste, au contraire. Pardon ? Jusqu'à 20 ans, certains faits sur les... Oui, en fait, on n'est pas laxiste. Si on veut être répressif, le code pénal nous permet de l'être. Donc la question, elle n'est pas celle-là, elle est double. Elle est, est-ce qu'on applique les maximums en France, comment on les applique, et est-ce que sur une certaine catégorie de faits comme des violences qui heurtent et qui sont une véritable atteinte à l'image aussi de l'État et de ceux qui servent l'État, parce qu'il ne faut jamais oublier que les policiers, enfin tous ceux qui sont chargés d'une mission de service public servent l'État et donc l'intérêt général, sont doublement en danger par cette mission-là, puisqu'en fait, à travers eux, souvent c'est l'État qui est atteint, il ne faut quand même jamais l'oublier. Donc en fait, les peines minimales, elles ont deux vertus. Un, de s'assurer que la répression est à la hauteur des enjeux, et deux, que la répression est certaine. Elle est certaine dans, j'allais dire, un minimum qui ne soit pas choquant pour l'opinion publique. Or, le débat aujourd'hui, il n'est pas nouveau, mais il s'accélère, c'est que on a une opinion qui est choquée par des décisions de justice dont on dit rapidement que la justice, du coup, est laxiste. La justice peut ne pas être laxiste et parfois elle ne l'est pas. Mais on estime que quand on s'attaque de façon aussi systématique, de façon aussi violente aux forces de l'ordre, et pas que, il y a les pompiers, les médecins, etc. C'est ce qu'on disait sur ce plateau il y a quelques instants. On a atteint un tel niveau de violence et de déstabilisation d'ailleurs de la société et de dégradation du tissu social que ça pose question et notre regard est du coup tourné vers la justice. Notre syndicat, et je termine là-dessus, comme ça, si vous voulez poser une autre question, notre syndicat a fait cette proposition. Donc je ne peux que le soutenir, des peines minimales, il y a déjà plusieurs années. Donc le fait que Gérald Darmanin le reprenne, si vous voulez, dans le projet de loi qui s'appelle SUR, mais il ne reprend pas que ça, parce qu'en fait, il y a 10 articles qui essayent de remettre une efficacité dans l'application de la peine, nous semble intéressante. Parce que la deuxième partie que vous avez montrée aussi, c'est est-ce que le soir... c'est immédiat. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une peine importante, c'est une peine aussi importante et tout de suite mise en œuvre. C'est les deux points qui sont intéressants et peut-être qu'on débattra si on a le temps. Vous êtes toujours devant le grand dossier policier agressé, la France en panne d'autorité. C'est la question qu'on se pose ensemble ce soir. Beaucoup de questions en réalité. Après l'agression de 7 policiers en dehors de leur service, ça s'est passé samedi soir à Reims. Le procureur a dénoncé aujourd'hui une violence extrême, je le cite, parfaitement gratuite contre un groupe qui n'avait rien demandé à personne. Et il espère, il le dit même, il le promet, la justice sera aussi sévère qu'elle peut l'être. Regardez. La justice a toute sa place là-dedans et sera aussi sévère qu'elle peut l'être. Bien entendu, une instruction va avoir lieu, on verra ce qu'ils vont dire, on verra ce qui sera démontré en plus par l'instruction. Alors, une justice aussi sévère qu'elle peut l'être, ça donne quoi? Et est-ce suffisant? On continue d'en parler avec nos invités sur ce plateau. Toujours Béatrice Vogère, qui je remercie d'être avec nous, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, et toujours avec Valérie Nataf, toujours avec Bruno Pomar et avec Raphaël Maillochon. Tout d'abord, on aime bien les chiffres. Passion chiffres dans cette émission ce soir. Le nombre de personnes incarcérées en France ne cesserait d'augmenter. La source, c'est le président de l'Observatoire international des prisons qui nous le donne. Dans les jugements pénaux, on est passé, vous voyez, on était à 13% en 2012, on est passé à 18% en 2023. Et un autre chiffre, dans les années 80, les peines d'emprisonnement prononcées, c'était de 5 à 6 mois. En 2023, elles sont passées à 10,7 mois. Et pourtant, Béatrice Brogère se pose cette question pour beaucoup. Le code pénal est-il vraiment toujours adapté à la violence d'aujourd'hui ?
C'est pas un problème de code pénal, c'est un problème d'application de la loi et de politique pénale. C'est pas tout à fait la même chose. Allez-y. Le code pénal, en vrai, permet beaucoup de choses. On peut pas dire. On a eu quand même avec Nicole Belloubet pour les magistrats une obligation quasiment d'aménager des peines jusqu'à 1 an. Et nous avions alerté, et c'est ce qui voyez dans les chiffres que vous venez de monter, en disant attention, si on empêche les magistrats de prononcer des courtes peines, voire des ultra courtes peines, puisque même on n'a plus la possibilité de prononcer des peines ultra courtes, puisqu'on ne peut même pas prononcer moins d'1 mois, vous allez mathématiquement allonger la durée de la peine, et c'est ce que vos chiffres viennent de démontrer, puisqu'en fait vous avez un allongement permanent des durées de peine. C'est-à-dire qu'avant on avait 6 mois dans les années 80, aujourd'hui on est à 11 mois, et ça continue à augmenter. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allongement de la peine, en fait, retarde l'incarcération, permet à des multiréitérants, voire des multirécidivistes, de ne pas connaître une sanction efficace, rapide et même courte. Et du coup, quand ça tombe longtemps. Et c'est ça qui fait la surpopulation carcérale, car je ne suis pas d'accord avec, par contre, votre premier tableau sur les chiffres que vous avez montrés. En vrai, nous avons une baisse d'entrants en détention. Mais comme il reste beaucoup plus longtemps, ça fait déborder les places de prison. Les Allemands, les Suisses, les Pays-Bas font exactement l'inverse, et mon voisin le sait, puisqu'il connaît aussi les Pays-Bas. En fait, ils font des ultra courtes peines sous des formes très différenciées. Ils ont vidé leur prison. Ça avait 2 avantages. La peine, elle est courte, elle n'est pas désocialisante, elle tombe rapidement et elle permet en fait de sanctionner réellement. Parce qu'en fait, c'est le sentiment d'impunité parfois qui permet de laisser la délinquance continuer à être réitérant. Allez-y, Bruno Pomar. C'est la politique pénale, c'est pas du code pénal, ça. Alors, j'adhère sur le principe, moi, des très courtes peines, ça c'est clair, et rapide, ça c'est une chose, mais je voudrais poser une question à Béatrice Brugère, parce que on parle de plein de choses très intéressantes, mais quand on sait qu'on a 82 000 détenus dans ce pays, comment on fait? On vide des prisons. Alors, il y a Darmanin qui veut faire des prisons intermédiaires pour pouvoir peut-être incarcérer ces courtes peines, mais là se pose une première question. La deuxième question, est-ce que ces peines auront un côté éducatif? Excusez-moi, parce que vous savez que je suis branché là-dessus, moi. Non, mais si on fout les mecs en prison pour les mettre en prison sans leur faire comprendre pourquoi ils y vont... Alors, l'une des personnes interpellées ce week-end, je parle sous votre contrôle, Raphaël Moyeuchon, sorti de prison 4 jours plus tôt. Et il est passé à l'acte dans la foulée. Donc ça pose la question du suivi et de l'utilité de la prison dans la... En vrai, la question de la récidive, puisque c'est votre question, elle est importante. C'est-à-dire que plus vous attendez pour des délinquants chevronnés une peine de prison, en fait, moins la prison sert à quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement déjà ancrés dans la délinquance que la prison, en vrai, ne sert plus à rien et les peines sont de plus en plus longues. Et là, pour le coup, elles sont désocialisantes. On n'a pas investi les prisons, ça sert à rien. Les ultra courtes peines, c'est pas du tout ça. Les ultra courtes peines, et c'est ce que font tous les pays nordiques, c'est de dire quand il y a des faits graves, atteintes violentes, en fait des violences, on stoppe par une ultra courte peine un parcours de délinquance, on essaye en tout cas c'est ça ne désocialise pas, ça a une vertu pédagogique pour dire la justice est passée, mais elle est proportionnelle, c'est certain, et c'est ça où c'est éducatif, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on fait pendant 7 à 14 jours, on fait rien pendant 7 à 14 jours, mais on signifie que la justice est passée, que ce qu'il a fait est grave et qu'il ne faut pas y revenir. Mais quand vous prenez ça sur les primo-délinquants, et pas sur des délinquants qui sont déjà chevronnés, ça a du sens. Quand vous mettez ça sur des délinquants qui ont déjà 15, 20 mentions, en vrai, ça n'a pas de sens. Alors justement, ils ont déjà intégré, j'allais dire, le risque pénal que vous venez de... Le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez fait il y a quelques instants, parle bien du sentiment d'impunité. Il l'avait fait en exclusivité au micro de TF1 LCI après l'agression du policier de la BAC à Tourcoing. Une fois de plus, la haine anti-flic a frappé. Une fois de plus, une violence barbare. Il y a un ensauvagement des mineurs aujourd'hui. Le problème, c'est que bien souvent, les sanctions pénales ne sont pas à la hauteur, parce qu'il y a une excuse de minorité. Et je le vois bien, on enferme ces jeunes-là, mineurs, dans des parcours de violence.
Alors oui, j'entends bien le discours du ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle d'une certaine manière. Les juges, en règle générale, disent qu'ils sont là pour appliquer les lois et que ce sont les lois qui ne permettent pas une plus grande sévérité. Donc je ne vais pas arbitrer entre l'Intérieur et la justice, mais chacun est dans son rôle et d'une certaine manière, c'est ça qui est désespérant. Il n'y a jamais, je trouve, de progrès, de créativité entre ces deux pôles de la politique de répression et de justice. Vous n'êtes pas d'accord? J'aurais dit que j'étais complètement d'accord avec vous jusqu'au dernier couple justice-intérieur qui est celui de M. Darmanin et Retailleau, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que pour le coup, ils sont sur la même longueur d'onde. Pour le coup, il y a de la créativité. Pour le coup, on a un garde des Sceaux qui est arrivé, j'allais dire presque vierge sur ces sujets justice, pas sur les sujets intérieurs. Et on a vu quelqu'un de très dynamique. Il est allé en Allemagne, il est allé à Rome, il est allé voir ce qui se passait, il s'est intéressé. Il n'a pas été sectaire sur une politique pénale qui, justement, depuis 20 ans, nous dit attention, les ultra courtes peines, c'est pas bien, les courtes peines, c'est pas bien, etc. Il a été assez ouvert aussi sur les quartiers haute sécurité. Il a pris à bras le corps la question des prisons. Après, on ne peut pas en quelques mois changer tout. Donc ça, on va quand même lui rendre, cette justice. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas créatifs, qu'ils ne sont pas actifs, et en tout cas qu'ils ne sont pas, assez alignés, chacun dans leur rôle, chacun avec leur spécificité, chacun avec leur enjeu, certes. Mais c'est bien la première fois qu'on a plutôt un alignement qui pourrait et qui débouche sur le projet de loi sur ces 10 articles, on n'a pas le temps d'en parler, et qui reprennent en gros l'un comme l'autre à peu près les mêmes choses. Raphaël Maillochon. On pose la question, vous voyez, c'est écrit en bas de l'écran, la faute de la justice sur l'autorité défiée. Il y a quelque chose à prendre en compte, c'est ce triptyque avec la peine encourue, là avec le maximum prévu dans le code pénal, la peine qui est prononcée in fine lors des procès, et puis il y a la peine qui est réellement exécutée. Donc c'est effectivement un problème de code pénal, de politique pénale, et puis ensuite d'exécution de la peine en France. Et de place. Et de place en prison. Question auquel je n'ai pas répondu, et qui est vraiment la question cruciale, vous avez raison de la poser, c'est-à-dire comment on fait une transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de place, on veut changer peut-être de politique pénale en faisant une politique pénale différente, donc il va falloir imaginer, madame, en effet, être créatif sur cette transition. Je vous remercie Béatrice Brugère d'avoir été notre invitée, merci Raphaël Maillochon pour le boulot abattu, merci à vous Bruno Poma, Valérie Nataf, bien évidemment, un grand merci aussi. Bref, merci d'avoir participé au grand dossier. Merci à vous de l'avoir regardé.